Le débat du dimanche, bienvenue à ce numéro qui va essentiellement parler de cette marche de l'opposition burkinabé qui dit non au référendum sur la révision de l'article 37 de la Constitution. La grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, un mot d'ordre suivi à près de 100%. Le secrétaire général de l'UNTM va faire le bilan tout de suite et nous allons parler Ebola, faut-il s'alarmer? Comment éradiquer le mal? Des questions qui seront abordées par nos invités. Adam Cham du Républicain et de arawanexpress.com, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chargé de cours à l'Université de Bamako, Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. L'opposition burkinabé dit non au référendum sur la révision de l'article 37 de la Constitution. Elle a organisé ce samedi une gigantesque marche de protestation, entre autres slogans. Game over, Compaoré 2015 terminus, le Burkina n'a pas besoin d'hommes forts. Nous écoutons ici quelques réactions, dont celle du chef de file de l'opposition. Elle est inaudite, elle est historique. Elle a encore dépassé celle du 18 janvier. Ça montre bien que nous continuons à gagner en puissance. Vous-même, vous êtes témoin. 7 km de cortège pour que les gens puissent s'exprimer. Ça veut dire aussi que le message et le programme politique de l'opposition racontent l'assentiment des populations. Nous espérons que les gens qui sont assis à Kosiam en train de boire le champagne là vont bien écouter, bien entendre et surtout suivre nos conseils. Hey, on ne touche pas à l'article 37 de la Constitution. Il faut que le président respecte la Constitution. C'est ça qui nous fait sortir aujourd'hui. Parce qu'on a dit 2 mandats. Il a modifié en 2005, c'est passé. Il revient encore en 2015, il veut rébeloter. Nous sommes fatigués. Il faut qu'il laisse une autre personne. Nous ne sommes pas contre son parti. On s'en fout. S'il veut qu'il présente quelqu'un d'autre de son parti, on s'en fout. Mais que lui, il cède la place, qu'il respecte la Constitution. Chana Takiou, on a l'impression que l'opposition réagit aux propos de Blaise Compaoré à la faveur du sommet USA-Afrique quand il disait que souvent nos pays ont besoin d'hommes forts. Oui, il avait dit aux États-Unis d'Amérique qu'il ne peut pas avoir d'institution forte sans un homme fort. Ah, ce qui ne me paraît pas pertinent. On peut bel et bien avoir des institutions très fortes sans, comme il le dit, homme fort, il s'agit de lui. Bon, vous savez, nous sommes dans un processus démocratique. Et Blaise Compaoré est au pouvoir depuis 1987. Il a modifié la Constitution pour rester au pouvoir. Aujourd'hui encore, il veut modifier la Constitution de nouveau. Je pense que la marche de l'opposition est une marche normale, une marche pour sauvegarder la démocratie, une marche pour défendre la démocratie. Et je pense que tous les patriotes et démocrates sincères du Burkina Faso doivent soutenir l'opposition. Et au-delà du Burkina Faso, je pense que les démocrates du monde entier, notamment les gendarmes de la démocratie, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et la France, doivent exercer toutes les pressions qu'il faut pour que Blaise ne modifie pas cette constitution, pour qu'il ne se représente plus au Burkina Faso, pour que l'alternance puisse être une réalité dans ce pays-là. Ok, on va en parler au cours de l'émission. Etienne, votre réaction par rapport à cette manifestation de l'opposition burkinabé? Je crois que l'expression populaire est le signe aujourd'hui que personne ne veut plus de Blaise à la tête de ce pays-là. Que ce soit dans son propre pays ou en Afrique, partout où il est passé, il n'a laissé que de très mauvais souvenirs. Et même quand vous regardez l'évolution des indicateurs sociaux, quand il est venu au pouvoir, si vous suivez l'indice de développement humain, qui est un classement des pays suivant un certain nombre d'indicateurs comme la scolarisation, comme le niveau d'instruction, comme le taux de mortalité, etc., vous vous rendez compte qu'il n'y a pas véritablement une évolution en termes de développement humain. Il n'y a pas de développement sur tous les secteurs, quel que soit n'importe quel secteur que vous prenez. Est-ce que vous n'exagérez pas un tout petit peu? Non, je n'exagère pas. Je dis simplement que ce sont les chiffres qui parlent. En 1987, quand il arrivait, le Burkina Faso était classé 182e. Et en 2011, 182e sur 187. Et aujourd'hui encore, le Burkina Faso est à la même place.
ça veut dire que ces indicateurs n'ayant pas évolué, c'est le développement du pays qui n'ont pas évolué. On ne pourra pas faire le bilan de la. Il ne s'agit pas de faire le bilan, il s'agit simplement de réfléchir même en termes de la manifestation de l'opposition. La manifestation de l'opposition aujourd'hui est un acte légitime. C'est l'expression des Burkinabés face à une situation qui a assez duré. Et aujourd'hui, si Blaise est malin, ayant pris le pouvoir par les armes, il doit se dire aujourd'hui qu'il est temps pour lui de partir, parce que s'il ne part pas maintenant, c'est avec les mêmes armes qu'il partira. Serge Daniel. On ne va pas parler d'indicateurs, parce qu'en termes d'indicateurs, le Burkina Faso a évolué, a opéré de grands changements, notamment en matière de l'éducation. Mais vous avez dit le problème n'est pas là, il faut plutôt parler de la marche. Vous savez, chacun mobilise. Moi, je vais aborder le problème avec moins d'émotion que mon ami Chahana Takeo. Chaque camp, si vous faites attention aujourd'hui au Burkina Faso, les gens disent qu'il y a 2 camps, mais moi je pense qu'il y en a 3 ou 4. Vous avez le camp du présidentiel, vous avez le camp de l'opposition, vous avez 2 camps au sein de l'opposition. Tous ont travaillé à un moment ou à un autre avec Blaise Compaoré. Mais très trop, le chef de l'opposition qu'on a entendu tout à l'heure a préféré marquer sa différence, mais vous avez d'anciens compagnons de Blaise Compaoré qui sont aujourd'hui au sein de cette opposition. Et vous avez des gens comme Maître Ouedraogo, le député maire, qui lui a une ligne médiane et qui dit, écoutez, entendons-nous, essayons d'avoir un compromis pour que la paix règne dans notre pays. Les partisans de Blaise Compaoré mobilisent, les adversaires de Blaise Compaoré mobilisent. Je pense que la situation peut devenir plus délicate dans ce pays et qu'il est temps que les organisations sous-régionales prennent le devant. Je sais que des anciens chefs d'État où il y a le président Alassane Ouattara a dépêché il n'y a pas longtemps sur le président de l'Assemblée nationale pour essayer de calmer les esprits. Il est, je voulais terminer en disant, il est de l'intérêt de la communauté sous-régionale de s'intéresser de près à ce qui se passe au Burkina Faso, parce que ça peut déraper très rapidement. Okay. Blaise, on va donner la parole à Adam, hein. Vous parlerez après, Chana. Adam Cham. Il faut dire que ça c'est peut-être l'un des combats les plus difficiles de Compaoré. Le Burkina, s'il réussit ce coup, le Burkina serait en l'espace de 30 ans à son 4e changement constitutionnel, parce que souvenez-vous, en 91 il avait institué le double septennat renouvelable, le septennat renouvelable une fois, en 97 le septennat sans limitation, en 2000 à cause de l'affaire Zongo le quinquennat avec limitation, donc renouvelable une fois, et puis peut-être cette fois-ci. Et donc cette fois-ci ça ne se passe pas très bien à l'intérieur du Burkina, et ce n'est pas non plus très bien perçu à l'extérieur. Si Hollande est resté silencieux, Obama, lui, a déjà parlé, et puis c'est vrai que Compaoré lui a répondu, mais il faut savoir que le 6 mars 2009, il y avait un télégramme de Wikileaks là, qui avait été publié dans la presse, qui disait que, selon l'ambassadeur américain à l'époque là-bas, donc je crois que c'est Janine Johnston, qui disait que Compaoré, son problème ce n'est pas 2010, l'élection 2010, mais l'élection 2015, parce qu'ils étaient déjà convaincus qu'il allait essayer de déverrouiller avec tous les risques que cela comportait. Ok. Pour l'instant, Blaise lui-même ne s'est pas dit candidat à 2015. Est-ce que la crainte de l'opposition ne réside pas au fait que même si elle est consciente de sa force, de sa capacité de mobilisation, en allant à un référendum, elle a peur que le pouvoir ne tripatouille peut-être les résultats de ce référendum-là. Sinon, c'est démocratique aussi. On peut dire non au référendum de manière démocratique aussi. Moi, je pense que de façon indirecte, Blaise est candidat. Il l'a même presque dit, parce que lui-même a déclaré qu'il faut aller au référendum pour trancher cette question. Donc, si Blaise parle de la sorte, cela veut dire qu'il est intéressé. Et vraiment, il faut le dire très clairement, il est intéressé. C'est pourquoi il y a ce mouvement-là. Donc, moi, je ne partage pas tout à fait l'avis de Serge qui amène la question sur un angle de mobilisation. Non, il ne s'agit pas de mobilisation, il s'agit de la pertinence de la modification de l'article 37. Blaise doit-il rester ou non? Au nom de quelle valeur démocratique il doit pouvoir continuer à tripatouiller la Constitution, à rester au pouvoir? C'est là où il y a la question.
La question, puisque la question c'est à ce niveau-là et non au niveau de la mobilisation. Les Burkinabés sont divisés là-dessus. Il y a un camp qui est pro, il y a un camp qui est défavorable. C'est des deux côtés. J'ai dit, c'est tout à fait normal qu'il y ait deux camps, par rapport à une telle question, c'est tout à fait normal. Mais la question fondamentale, c'est l'opportunité, c'est vraiment est-ce que c'est bon pour la démocratie, est-ce que c'est bon pour le Burkina Faso de tripatouiller encore la Constitution? La réponse est non. Etienne, ensuite Serge. La question de savoir s'il y a deux camps est normale. Il y aura toujours deux camps parce qu'il y a d'abord des gens au pouvoir et des gens qui cherchent à ce que ceux qui sont au pouvoir partent. Donc l'existence de deux camps est naturelle. Maintenant, la gymnastique que Serge est en train de faire en essayant de diviser même ces personnes qui ne veulent plus voir Blaise Compaoré au pouvoir ne peut pas être prise en compte aujourd'hui parce que ce soit des gens qui ont géré à un moment donné ou pas, que ce soit des gens ont marché sans être pour autant des partisans de Dabré ou même des gens de la société civile ont marché. Donc aujourd'hui, c'est les Burkinabés qui s'expriment au-delà de toute considération partisane. Donc qu'on n'essaye pas de ramener la question à une question d'opposition. La question de la révision de la Constitution va au-delà de l'opposition. Et aujourd'hui, on ne doit pas s'inquiéter ou même se préoccuper de ce que Hollande pense ou de ce que Obama pense, mais plutôt de ce que les Burkinabés eux-mêmes pensent de cette question-là. La marche est l'expression justement. La manifestation est démocratique. Le référendum aussi, les gens peuvent librement exprimer leur point de vue. Non, mais vous savez dans quelles conditions nos élections sont organisées. Les tripatouillages, je ne vous en parle pas. Vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Donc je dis aujourd'hui, il faut que le peuple burkinabé arrive à faire en sorte qu'on n'arrive même pas à ce stade du référendum. Parce qu'une fois arrivé au stade du référendum, ça va passer comme une lettre à la poste. Ok, Serge Daniel. Je voulais sourire en disant à Etienne que c'est lui le spécialiste de la gymnastique, pas moi. Moi, je fais pas de gymnastique. Ce que je disais, c'est que moi, je vais plus loin que le côté émotif de la chose. Est-ce que Blaise doit se présenter ou pas? Il ne m'appartient pas de répondre à ça. Il appartient au Burkinabé. Et cette question n'a pas été posée. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je ne fais pas de gymnastique. Je vais plus loin. Je me projette dans l'avenir en disant, nous sommes dans un environnement, dans un pays voisin qui est le Burkina Faso. Il y a un problème aujourd'hui. Blaise, je l'ai dit ici, je suis Blaise Compaoré, je suis persuadé qu'il a un plan A et un plan B. Le plan A, c'est qu'il va se présenter. Le plan B, c'est qu'il ne va pas se présenter. Donc, mais en termes d'analyse, j'aimerais bien dire à Etienne de faire attention parce qu'il faut se projeter et non s'égosiller comme il le fait en disant non, il ne doit pas se présenter. Non, il ne va pas. Non, le problème n'est pas là. C'est-à-dire que vous veillez que Blaise se présente ou pas, c'est pas vous qui allez l'empêcher de se présenter, c'est son peuple qui va l'empêcher de se présenter. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir. Mais en disant que si les Américains, sur le plan international, vous avez vu que les Américains, Obama a clairement dit nous ne souhaitons pas que la Constitution soit modifiée dans un certain nombre de pays, y compris le Burkina Faso. Les Français n'ont pas réagi. Donc ce qui va être déterminant sur le terrain pour me projeter encore un peu dans l'avenir, ce sont les rapports de force sur le terrain. Ok. Quand on écoute Adam Cham, les partisans de Blaise Compaoré, ils reviennent sur cette notion d'homme fort et d'institution forte en disant attention, l'Égypte a regretté son homme fort, même si aujourd'hui il y a un autre président. La Libye a regretté son homme fort. Après le départ de Blaise, les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ce pays. C'est vrai, peut-être avec la malgouvernance qui était quand même un exemple de stabilité au niveau de cette sous-région-là. Cette question aussi, on peut peut-être se la poser à Adam Cham. Oui, mais j'espère. Même s'il n'y a pas d'indispensable. J'espère que il y a d'autres valeurs au Burkina. J'espère que ce ne sera pas le déluge après Compaoré. Il n'y a pas de raison que ce soit le déluge après lui. Et il faut dire qu'au plan politique, les déverrouillages constitutionnels sont toujours une mauvaise leçon pour l'Afrique. Qu'il s'agisse du Burkina ou d'ailleurs, etc. Et moi, je suis absolument convaincu que Obama a raison. Nous avons besoin d'institutions fortes. Nous n'avons pas besoin forcément d'hommes forts. Ceci dit, il y a des pays où c'est marqué que l'article 37 ne peut en aucun cas être révisé.
Je crois qu'il y a l'exemple de certains pays africains. Il y a le Bénin où c'est dans le préambule que tout projet de révision est anticonstitutionnel déjà. Alors, donc, il y a des pays où ce n'est pas le cas. Toute la question, au-delà, si on me demandait, je dirais, au plan personnel, je dirais à Compaoré de s'en aller. C'est ce qui est bon pour le Burkina, c'est ce qui est bon pour lui. Mais au-delà de cela, il faut voir si légalement, il peut aller au référendum. S'il a le droit d'aller au référendum, alors, donc, ce qu'il est en train de faire, c'est effectivement exercer ce droit constitutionnel d'aller au référendum. Et au-delà même de cela, les deux situations ne peuvent pas être transposées. Ça va s'injurer encore, mais quand vous regardez la façon dont les chefs d'État que vous avez cités sont partis, ce n'est pas leur peuple qui les ont fait partir, justement. Ce sont plutôt des pays comme la France, des pays comme les États-Unis, comme les États-Unis, mais après quel travail de fond effectué par ces puissances occidentales-là. Donc aujourd'hui, la question à la vérité historique. Dire que ce qui s'est passé à la place Tahrir est le fait du peuple égyptien. Oui. Ça n'est pas. Ce qui s'est passé en Libye n'est pas le fait du peuple libyen. Ce n'est pas le peuple libyen qui a voulu le départ de Kadhafi. Peut-être. Mais vous l'avez dit, il faut qu'on s'en tienne à l'histoire. L'histoire montre aujourd'hui que ce n'est pas le peuple libyen qui a fait partie Kadhafi et que c'était sous l'impulsion de la France. Oui, mais cette preuve-là aujourd'hui est établie. Donc aujourd'hui, c'est également le peuple burkinabé qui demande à ce que Blaise parte tout simplement. Voilà, c'est un cas égyptien. Même si dans ce peuple, il y a une autre partie qui souhaite que Blaise exactement. continue. Et ce que je voulais dire, ça dépend des pays. Vous avez vu l'Algérie, par exemple, Bouteflika. Il a modifié la constitution. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cas algérien n'est pas le cas burkinabé. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un contexte dans le pays qui favorise les modifications de l'article 37, parce que ça existe dans quasiment tous les pays ou pas. Le Togo, le cas du Togo, c'est un débat qui est au Togo. Je pense, moi, toujours pour me projeter, pour ne pas me focaliser sur l'instant actuel ou pour me bagarrer avec Étienne, dire que peut-être que dans notre sous-région, il faut que nous revoyions ce fameux article 37 qui existe dans tous les pays, que la CEDEAO prenne la décision, par exemple, que dans toutes les constitutions, qu'on ne puisse pas modifier, par exemple, l'article qui je dis le sous-région, je dis sous-régional. Laissez-moi en placer une et je m'étais. Et donc peut-être que c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce que ce débat va revenir au Bénin bientôt, vous savez. Au Bénin, le président est soupçonné de vouloir modifier la constitution. Après, ce sera au Mali peut-être, ce sera au Sénégal, ce sera en Côte d'Ivoire. Il faut peut-être que ça soit un débat sous-régional, parce que quand il y a une crise au Burkina Faso, ça affecte le Mali, ça affecte la Côte d'Ivoire. Justement, par rapport à la situation au Burkina Faso, la question que j'ai envie de poser, c'est que la plupart des foyers de tension dans la sous-région ont été éteints à Ouagadougou. Par rapport au Togo, il y a eu les accords de Ouaga. Par rapport à la Guinée, il y a eu des accords. Par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a eu des accords à Ouaga. Même par rapport à la crise au Mali, il y a eu des accords de Ouaga. Que ce pays-là, par rapport à son avenir, est-ce que ça vous fait peur si jamais en 2015 on ne parvient pas à désamorcer un peu cette bombe-là? Bon, moi je ne suis pas inquiet, parce que la sagesse aurait pu amener Blaise à se retirer. L'élégance aurait pu amener Blaise à se retirer. Vous l'avez dit tout à l'heure, il était considéré dans la sous-région comme un faiseur de paix. Il avait une certaine crédibilité, il avait des bons rapports avec tous les voisins. Vraiment, il aurait pu sortir en beauté, mais il est en train de rater le coche. Il est en train de rater le coche. Mais il n'est pas encore candidat. J'ai dit, non, nous sommes dans cette logique de candidature. Si nous en discutons aujourd'hui, c'est parce qu'il est dans cette logique-là. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps arrivera où il parlera de sa candidature. Il est dans cette logique de candidature. Il est dans les grandes manœuvres pour qu'il puisse se présenter. Maintenant, par rapport à ce que Serge vient de dire, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, il y a des principes très clairs contre les modifications constitutionnelles. Adam, à travers l'Union africaine, il lançait quelque chose. Il y a des principes très clairs. Et la CEDEAO aujourd'hui est dirigée par un Burkinabé, un proche de Blaise Compaoré. Je ne sais pas comment est-ce que ce proche-là pourrait monter au créneau pour dire non, arrêter le tripatouillage en cours au Burkina Faso.
J'ai dit, la CEDEAO, l'Union africaine ont des principes très clairs par rapport au décollage constitutionnel. D'accord. Adam Cham. Sur la question Blaise, faiseur de paix, Burkina, centre névralgique pour la paix, la stabilité dans la sous-région, l'avenir de ce pays-là, si on ne parvient pas à désamorcer la bombe. Mais on ne sait pas, parce que j'ai pas la boule de cristal, mais ce serait dommage que le Burkina, qui est un pôle de stabilité, sombre dans l'instabilité à cause simplement d'une compétition pour le pouvoir. Et c'est ça le drame. Et Serge avait soulevé la bonne question. C'est l'article 37, dans toutes ses variantes, pose problème en Afrique. Je crois que c'est la raison pour laquelle l'Union africaine sous Konaré avait proposé effectivement le préambule au protocole de paix et de sécurité. Et un protocole où c'est très clair que celui qui opère le changement, le hold-up constitutionnel ne peut pas être candidat à l'élection. Mais ça n'est pas ratifié. Ce n'est pas ratifié, donc ça ne peut pas entrer en vigueur. Je crois que à la CEDEAO, c'est légèrement différent. C'est simplement le timing de la révision constitutionnelle. Toute révision constitutionnelle faite 6 mois avant l'élection, effectivement, n'est pas reconnue par la CEDEAO. Mais pour revenir à ce télégramme de Wikileaks, l'ambassadrice américaine avait bel et bien dit que une des inquiétudes de Compaoré, c'est tous les placards du passé, tous les cadavres qu'il y a dans les placards. Mais à ce moment-là, je pense simplement que le Parlement et puis les forces politiques au Burkina devraient avoir le rassurer, peut-être même amnistier certains faits, si c'est le cas. Ok, oui, Etienne, avant de clore ce chapitre. D'abord, je dis que la Constitution est l'expression de la volonté du peuple. Et aujourd'hui, laisser cette constitution-là au bon vouloir de la CEDEAO, qui est une institution en perte de crédibilité, moi, cela me paraît très dangereux au regard de la façon même dont cette institution-là fonctionne. Maintenant, pour revenir à la question principale, je dis qu'aujourd'hui, le travail que nous devons faire, ce n'est pas de rassurer qui que ce soit. C'est de dire aux gens de gérer leur pays dans les critères de l'art, de gérer leur pays dans des méthodes de bonne gouvernance. Celui qui se rend coupable de fraude, de malversation, l'Assemblée nationale n'a pas à le rassurer, les populations n'ont pas à le rassurer. S'il part, si des dossiers sont ouverts, il doit être poursuivi. C'est aussi simple que ça. Non, ce n'est pas simple. Il n'y a pas un statut, on ne doit pas donner à ces anciens présidents un statut qui les rend intouchables. Cela encourage l'impunité. Je suis désolé. Etienne, c'est pas simple. Oui, ça encourage l'impunité et c'est dommage. Mais c'est une question de rapport de force. Ce n'est pas le plateau d'Africable qui va juger. C'est quand tu as l'armée, quand tu as toutes les forces politiques du pays avec toi, quand tu as les ressources, tu peux effectivement faire des tripatouillages constitutionnels. Et simplement pour sauver la mise. Et ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement donner une sortie honorable aux anciens chefs d'État, comme ça existe dans les démocraties. Bien gérer leur pays. Je suis d'accord, mais s'ils le font pas, personne n'est là pour. C'est pas. Je veux dire, ce n'est pas les États-Unis qui vont agir, ce n'est pas Etienne Fakaba Sissoko non plus. Oui, deuxième thème de cette émission, la grève de 48 heures déclenchée cette semaine par l'Union nationale des travailleurs du Mali a été un franc succès. Les propos sont du secrétaire général Yacouba Katile que nous écoutons ici. Il est au micro de Aminata Marikou. En fin de journée, nous avons fait l'évaluation. Dans l'ensemble, nous étions à 98%. Toute chose quand même qui nous fasse croire que les militants ont suivi les mots d'ordre et qu'ils sont prêts encore à nous suivre si d'aventure on ne parvenait pas encore à s'entendre sur quelque chose pour leur intérêt. Nous avons demandé quelque chose, nous voulons vraiment avoir des satisfactions. Ce qu'il faut retenir, en syndicalisme on ne dit pas vraiment totalement, mais les minimums qu'on puisse avoir quand même pour les travailleurs, il faut qu'on l'ait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des structures qui ne sont même pas affiliées à l'UNTM, qui ont pris bonne conscience
qu'il faut vraiment suivre les mouvements parce que c'est pour l'intérêt de l'ensemble des travailleurs. Au-delà de l'ensemble des travailleurs, l'intérêt même du peuple que nous sommes en train de défendre à certains niveaux. Voilà, Cheikhna Taqiyou, avec le recul, on a l'impression que dans la gestion de ce dossier, il y a eu un déficit d'humilité de la part du gouvernement. Cette grève, avec la négociation, la concertation, l'anticipation, cette grève-là aurait pu être... Absolument. Cette grève aurait pu être évitée. Le gouvernement a manqué de capacité de dissuasion. Le gouvernement a péché par son péché originel, c'est-à-dire le manque d'information, de communication réelle. Sinon, le gouvernement, avant même le dépôt de préavis de grève, le gouvernement avait consenti d'énormes efforts. Vous vous rappelez, en mai dernier, il y avait eu une augmentation de la grille. Il y avait une augmentation de la grille. Et les fonctionnaires ont constaté qu'il y a eu une majoration sur leur salaire le mois de juin, juillet, avec rappel. Le rappel de janvier à mai, le rappel est en train de se faire sur les salaires du mois d'août. Pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les Etienne, là, ils ont eu 10%, 5% à partir de janvier 2014, 5 autres % à partir de janvier 2015. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, 17 milliards comme ça ont été mobilisés par le gouvernement. Mais quand la communication ne marche pas normalement, quand le gouvernement n'a pas la capacité de négocier, n'a pas l'éloquence qu'il faut pour convaincre, vraiment, on va aller toujours en grève. Je pense que vraiment le gouvernement a manqué. Non, il y a eu d'efforts, il y a eu d'efforts, il y a eu beaucoup d'efforts. Non, mais je veux juste comprendre, je veux juste savoir, Cheikhna, est-ce que le ministre du Travail, qui a dit que sur les 17 points d'accord, ils se sont entendus sur 12, ils ne sont pas entendus sur 5, est-ce que vous voulez dire que lui aussi est mal informé, qu'il ne sait pas, par exemple, que les revendications ont été prises en compte? Est-ce que c'est ça? Adam Cham, même si sur les 17, 16 sont satisfaite, lui a le droit d'aller en grève sur un seul point de revendication. Là n'est pas mon point. Hein. Mon point c'est, je veux savoir si vous dites que le gouvernement a péché par... Il l'a dit dans le feu de l'action. J'ai dit, il l'a dit dans le feu de l'action. Ce n'est pas le moment de le dire. Il fallait le dire plus tard. C'est important, c'est important, puisque nous nous adressons à les téléspectateurs de ne pas noyer le poisson. Il y a 5 revendications fondamentales qui font l'objet d'une discorde. Les points dont vous parlez remontent aux négociations, enfin, comment ils appellent, à la plateforme du 2 octobre 2011. C'est la suite. C'est pourquoi, c'est la suite. Le ministre nous a dit que ça a même une incidence financière de 14 milliards. De 17 milliards. De 17 milliards. Donc ça, c'est les négociations de 2011. Pas 2011, j'ai dit, la grève actuelle remonte des négociations de 2011. Ce ne sont pas de nouvelles revendications. Ce ne sont pas de nouvelles revendications, ce sont celles de 2011. Si l'on se réfère à Cheikhna, vous n'auriez pas dû, les professeurs, il a nommément cité, les professeurs n'auraient pas dû aller en grève. Moi, je voudrais d'abord dire que la fonction publique ne se limite pas aux seuls professeurs d'université. Et aujourd'hui, on ne peut pas se cacher derrière ce masque de 12 revendications sur 17 pour dire qu'on ne doit pas aller en grève. Parce que les revendications, les points cruciaux des revendications, ce sont les 5 points-là. Si vous remarquerez, les 5 points sont d'ordre pécuniaire. Et ce sont ces points-là qui ont été royalement ignorés par l'État. Et aujourd'hui, si on était dans un pays sérieux, on allait simplement se rendre compte que les 12 points ne sont en réalité que des décisions politiques que le gouvernement doit prendre. Et ces décisions politiques-là n'auraient même pas dû faire l'objet de revendications. Quand vous prenez par exemple la loi sur les logements qui date de 1974, et figurez-vous, quand vous prenez le coût de l'électricité qui était déjà un acquis en 2007, que le gouvernement a refusé d'appliquer, et aujourd'hui que les bailleurs de fonds nous demandent d'augmenter ces impôts. Quand vous regardez les autres conventions qui doivent être révisées dans le cadre de toutes ces décisions-là auraient dû déjà être prises
par le gouvernement si on était dans un état sérieux. Et aujourd'hui, le danger, c'est quoi? C'est qu'on nous dit qu'on ne devait pas aller en grève parce que nous sommes dans une situation difficile, que parce que nous sommes dans une situation de crise, qu'on doit consentir des efforts. Je dis oui, justement. Mais le gouvernement et le président de la République auraient dû être les premiers à donner le signal en diminuant par exemple leur train de vie, en n'étant pas des bourgeois comme on le voit aujourd'hui. D'accord. En diminuant leur caisse de souveraineté, en diminuant les carburants. Voilà, c'est des exemples. L'opportunité ou pas de la grève, c'est la deuxième sous-question de ce chapitre. On est sur l'absence d'anticipation. C'est-à-dire c'est une grève qui pouvait être évitée. L'opportunité ou pas, cette grève ne pouvait pas être évitée. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le peuple souffre, où nous souffrons, les travailleurs souffrent. Et les revendications, si vous les voyez, vous voyez que c'est pas des revendications qui touchent uniquement aux gens de la fonction publique, mais à l'ensemble des travailleurs. Personnellement, je me rappelle une conférence de presse du secrétaire général de l'UNTM en juillet où disait que les associations de jeunes ont été reçues à la primature, des associations de musiciens, mais eux que depuis 6 mois, ils ont tapé à la porte du gouvernement. L'attitude du gouvernement frisait un peu le mépris, la désinvolture selon lui. Je ne dirais pas le mépris, mais pour une fois, c'est pourtant rare, je suis d'accord avec Chahana Takeo. Le secrétaire général de l'UNTM qui a parlé tout à l'heure, il a dit nous ne demandons pas que toutes nos revendications trouvent tout de suite solution, mais qu'il y ait un minimum d'entente. L'UNTM a dit ceci, nous avons écrit au gouvernement. Pendant longtemps, le gouvernement n'a pas répondu à notre lettre. Je pense et je reste persuadé, pour avoir rencontré les différents acteurs de cette crise, qu'il y a eu un manque de communication du gouvernement. Je ne dirais pas que c'est une arrogance, mais là encore, si vous voulez, c'est la marque de fabrique de ce gouvernement qu'il y a de réels problèmes de communication, qui ne sait pas entreprendre les gens. Lorsqu'on dit à l'UNTM, nous avons une grève, par exemple, dans 10 jours, mais on commence tout de suite à négocier. Vous savez comment ça se passe. On envoie les familles fondatrices de Bamako, il y a des intermédiaires, etc. Donc, ce travail n'a pas été effectivement fait. Il y a eu sur l'ORTM, l'Office de radio-télévision du Mali, il y a eu un débat très intéressant entre le ministre du Travail et l'UNTM, mais à la veille de la grève. On aurait pu faire ce débat, bien sûr, une semaine avant, c'était possible. Et à ce moment-là, on pouvait... Si, on aurait pu, parce que, écoute, ce ne sont pas des faucons, les gens de l'UNTM. Ils sont très responsables. On a écouté tout à l'heure le secrétaire général, il a dit, si nous avions eu satisfaction sur quelques points, nous étions d'accord pour recommencer. Et ils ont dit, nous avons écrit au gouvernement, le gouvernement n'a pas répondu. Donc, encore une fois, c'était vraiment une question de communication, et ce n'est pas pour rien que certains disent qu'il pourrait avoir un mini-remaniement ministériel pour sanctionner des ministres. Adam, le dialogue social, c'est une nécessité dans des contextes comme celui-ci. Oui, parce que c'est toujours ce qui a prévalu. Moi, je me souviens que ces revendications de l'ORTM, qui est le relèvement effectivement de l'UNTM, le relèvement du salaire, dans les revendications de l'UNTM, le RTM aussi. Oui, non, l'UNTM, vous savez, déjà sous Mandé Sidibé, donc on a désamorcé à la dernière minute, à la fin du mandat, pas mal d'actions de l'UNTM à travers le pacte de croissance et de solidarité. Sous le président ATT, il y a eu quelques menaces de grève qui ont été réglées. La dernière, je crois que c'était le 2 octobre 2011, reconduit les revendications. Et puis, il y a eu ces fameux mois où rien n'était possible, donc sous la transition. Et maintenant, et donc, ça c'est le fond. On ne peut pas dire que les travailleurs exagèrent en demandant ce qu'ils demandent. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta l'a même dit de manière très volontariste dans tous ses discours jusque-là, c'est que les salaires sont bas et qu'il fera tout pour les relever. Donc, pour dire ça déjà le 22 septembre dernier, et puis voir que le 19 août, le gouvernement et les syndicats constatent leur désaccord et les syndicats vont en grève le lendemain, veut dire simplement que cette histoire n'a pas été vraiment gérée. Et moi,
simplement, j'ajoute que la communication du ministre est désastreuse, même insultante à la limite. Et donc, et c'est la raison pour laquelle je crois que probablement l'équipe qui était en train de négocier est grillée et que le président lui-même va devoir monter au créneau, parce que les gens, ce sera difficile de les raisonner. C'est-à-dire le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État était probablement une des explications de cette grève qui quand même tombe, il faut le dire, au plus mauvais moment, au moment où le Mali a... justement, certains ont parlé de l'opportunité ou pas de la grève en ce moment de crise. Est-ce que peut-on ou doit-on interdire à une centrale syndicale d'aller en grève? L'UNTM aussi avait ses explications par rapport à ça. Même si l'État disait que le pays est en crise et tout, pour l'UNTM, s'il y a crise, il doit y avoir crise pour tout le monde, mais pas crise pour le peuple et puis que ceux qui sont au sommet de l'État. C'est cela justement, parce qu'il y a un fossé énorme entre le train de vie de l'État et le message que l'État essaye de faire passer au peuple et justement les conditions de vie de ce même peuple-là. Parce que le fossé est énorme. Aujourd'hui, le gouvernement aurait pu réduire par exemple leur train de vie en guise d'exemple et demander en retour aux syndicats de surseoir à leurs revendications. Mais moi, je me dis, en tant qu'économiste aujourd'hui, le grand danger, c'est quoi? C'est que dans une crise comme celle que le Mali connaît, il y a deux façons principalement de relancer l'économie. C'est à travers les grands investissements. Et aujourd'hui, le Mali n'en a pas les moyens parce que tous les robinets sont fermés aujourd'hui. Nous sommes asphyxiés financièrement. Donc, la deuxième alternative qui nous reste, c'est la relance par la consommation. Et ce sont les ménages, justement, qui relancent cette économie-là. Et si le panier de la ménagère est vide, je vois très mal comment est-ce que l'économie pourrait suivre. Ok, Chana, est-ce que ce n'est pas l'une des plus graves erreurs de ce gouvernement en n'évitant pas cette grève? Est-ce que quelque part on n'a pas ouvert la boîte de Pandore, puisqu'on apprend dans les coulisses que la police entend aller en grève, certains commerçants, etc., etc. Le Front social va peut-être entrer en ébullition. Est-ce qu'il ne fallait pas tout faire pour étouffer, quitte à supplier les syndicalistes, mais s'engager dans un bras de force? J'ai dit vraiment, il faut donner un carton jaune à ce gouvernement pour avoir laissé la grève comme ça, parce qu'on ne peut pas interdire aux syndicats d'aller en grève, c'est son droit. Et les revendications des travailleurs sont des revendications tout à fait légitimes. Mais l'État doit avoir une capacité de persuasion, une capacité pour convaincre les travailleurs à ne pas aller en grève. L'État a failli. J'ai parlé tantôt du déficit de communication, parce qu'il a évoqué tout à l'heure le train de vie de l'État. L'État a réduit quelque part son train de vie, mais ce n'est pas connu des citoyens. Allez-y dans les départements ministériels. Même le carburant que certains conseils et autres là percevaient, ce carburant a été diminué. Le budget d'investissement a été diminué. Donc, il y a eu beaucoup... L'État a diminué quelque part son train de vie, mais par la mauvaise communication de l'État, ce n'est pas connu. J'ai dit peut-être c'est insuffisant. C'est peut-être insuffisant, mais l'État a réduit quelque part son train de vie. Il peut faire mieux encore, avec des mesures tout à fait claires, qui seront énumérés, communiqués, à ce que tu vois, à l'ensemble de la population pour qu'on s'en perçoive. Le ministre Diarra aurait dû quand même rappeler ces efforts-là au cours de l'émission. C'est ça la communication, j'ai dit le ministre, c'est ça. C'est ça. Non mais attendez, il ne faut pas nous infantiliser. Ça n'est pas, quand on réduit le budget d'investissement d'un État, c'est une tragédie. Ça, ce n'est pas une économie, c'était une contrainte. Okay? C'est une contrainte. Pourquoi on réduit le budget d'investissement? Vous savez ce que ça veut dire, réduire le budget d'investissement? Absolument. Réduire les opportunités de bien-être et de développement du peuple. Et je voulais dire, lui qui... Ce n'est pas avec qui revient, Chana, on vous a laissé parler. Chana, on vous a laissé parler. Laissez Adam terminer. Qu'on le réduit. Laissez Adam terminer. Le budget d'investissement, c'est ce qui amène même la croissance. Ok, Chana, on vous a laissé parler. Donc, si on le réduit, c'est que l'État n'a pas le choix. Chana Taki, le couteau à la gorge. On a des problèmes avec les institutions de Bretton Woods. Chana Taki, on vous a laissé parler. Laissez Adam terminer. Adam, tiens. Donner les raisons, Chana, pour être complet. Maintenant, lui, il parle du peuple. Mais le peuple n'est pas en question. Les fonctionnaires font partie de l'élite, là. Le peuple est largement auto-employé. Il est dans les champs, il est dans les pâturages et autres. Fakaba, il ne faut pas nous berner avec cette histoire de peuple. Le peuple. On parle un à un. On parle un à un. Il ne faut pas restreindre
les fonctionnaires au peuple. Le peuple est dans les champs. Okay? Et les fonctionnaires font partie du Ils font partie des élites. Ils font partie de l'élite du pays. Okay? Ils font partie de l'élite du pays. Vous allez avoir la parole. On parle un à un. On parle un à un. Avec 120 000 l'élite, francs c'est par pas mois. une question d'argent. Avec 40 000. L'élite, c'est pas une question S'il vous d'argent. plaît, on parle un à un. L'élite, c'est pas une question d'argent. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on nous dise que oui, elle est tout avec. Moi, je suis quand même un peu énervé par le truc de Chana quand il dit que oui, les revendications avaient commencé à être prises en charge. Absolument. Il y a eu oui, mais absolument. Mais alors, le ministre ne le sait pas. Ben, si ne le sait, moi j'aime. Ok, d'accord. Sur ce point, on donne la parole à Serge Daniel. Adam, je ne non. Serge Daniel, non. Laisse-moi un mot. Vous allez avoir la parole. Non, vous allez avoir. Ne le dis pas, c'est son problème. Vous aurez la parole, mais pour l'instant, allez-y, Serge. Allez-y, Serge Daniel. Allez-y. Allez-y, Serge Daniel. Daniel. Parole du ministre. Chana, on est sur un plateau. On est sur un plateau sérieux. Non, vous aurez la parole. Serge, pour l'instant, c'est lui qui a la parole. C'est un débat. Non, c'est un débat. Non, soyons d'accord. Pour continuer l'émission, soyons d'accord sur un principe. Nous sommes des gens sensés, des responsables. On parle un à un. Chacun va avoir la parole. On peut chanter tous en même temps, mais on ne peut pas parler en même temps. Serge, vous aurez la parole et après on va faire un autre tour. Alors, moi, ce que je voudrais dire, qui me paraît important, toujours en termes de projection, la grève a eu lieu, il faut tirer les conséquences, c'est que le problème est toujours sur la table. Donc, il ne faut plus attendre que l'UNTM annonce une autre grève pour commencer à trouver des solutions à ces problèmes-là. Créer un cadre de concertation qui existe, mais le réactiver. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un État fait semblant de payer ses fonctionnaires, les fonctionnaires font semblant de travailler. Il faut revoir la grille salariale. Mais dans quelles conditions? Ça, c'est ce qu'on appelle la prospective. Et ça, c'est le boulot du gouvernement. La deuxième observation, j'en aurais terminé, c'est que c'est la première grève organisée par la nouvelle équipe, c'est-à-dire l'équipe de l'UNTM qui a succédé à celle de Siaka Sangaré, Saket Degité, l'ami Saket Degité. C'est une réussite pour cette équipe-là. Et l'UNTM, qui était déjà la principale centrale syndicale, devient plus que jamais la première centrale syndicale, puisque la seconde, on n'entend plus parler d'elle. Ok. En entrant de plein pied dans les doléances en profondeur, il y a une doléance sur le foncier, la restitution et la protection des parcelles d'expérimentation de l'IER. Peut-être ça dénote la récurrence de cette question. Un syndicat, si le problème n'est pas aussi grave, un syndicat n'a pas à mettre ça dans une doléance. Ça veut dire que peut-être l'État a failli à ce niveau-là, sinon il doit anticiper avant même qu'un syndicat ne dépose une doléance dans ce sens. C'est les parcelles de l'IER. Ça fait partie du point d'accord. C'est exactement ce que je disais tantôt, que les 12 points qui ont fait l'objet d'accords entre le gouvernement et le syndicat sont en réalité des décisions politiques. Et que si on était dans un état sérieux, qu'on n'aurait même pas dû voir ces revendications-là figurer parmi les revendications de l'UNTM. Et aujourd'hui, en plus de cela, il y a également la question des loyers. Il y a également la question, les conventions qui doivent être revisées. Toutes ces conventions-là ne tiennent en réalité, la question de l'augmentation, de la diminution plutôt du coût de l'électricité, etc. Donc aujourd'hui, dire que nous ne devons pas considérer les fonctionnaires comme étant partie intégrante du peuple, comme non, j'ai pas dit ça. Il essaie de nous faire croire Adam Thiam, je dis que c'est révoltant. C'est révoltant. Et moi, je dis que ces revendications qui sont aujourd'hui sur la table font partie aujourd'hui des choses qui peuvent profiter à l'ensemble des Maliens, que l'on soit fonctionnaire ou pas. Donc, c'est encore une fois profiter au peuple. Est-ce que la diminution du coût de l'électricité bénéficie simplement aux fonctionnaires? Non. Est-ce que réglementer le loyer, est-ce que cela profite uniquement aux fonctionnaires? Non. Okay. C'est même à l'agriculteur aujourd'hui qui est dans son champ. Donc, encore une fois, le peuple. Donc, vous ne pouvez pas dire que ces revendications-là ne sont pas des revendications populaires. Je ne peux pas laisser passer. Je n'ai pas dit que les fonctionnaires ne font pas partie du peuple. Je dis simplement qu'on ne peut pas limiter les fonctionnaires au peuple. Ce peuple-là, de Koutiala à Kolondieva, etc., c'est lui qui paye pour la subvention qui est accordée à l'énergie. Vous savez combien de Maliens ont l'électricité? Très peu. Et vous savez combien de Maliens subventionnent l'électricité?
tous. C'est une question de justice et d'équité sociale. Et là, on n'a pas besoin d'être tiers-mondiste ou communiste et autres. Il n'est pas juste que tous les Maliens supportent la consommation d'électricité de quelques 60 000 ou 100 000 abonnés. C'est très simple. Chana Takiou, comment désamorcer, comment décrisper cette tension sociale par rapport au préavis en cours, puisqu'il y en a. Pour décrisper la situation, tu me permets d'abord d'apporter une précision à Dame Cham, qui s'est énervé tout à l'heure. Sans entrer dans des polémiques. Allez-y. Bon, qui s'est montré nerveux. Non, moi, je dis simplement que vous désinformez le public. Non, c'est pas vrai. Donc laisse-moi, c'est exact. Pas exact que les revendications matérielles de l'UNTM ont été prises en charge. Non, j'ai pas dit. J'ai dit, je persiste. J'ai dit, je n'ai pas. On laisse Chana terminer. J'ai dit, Adam, encore une fois de plus, je persiste et je signe sur ce que moi j'ai dit ici. Je veux le répéter. J'ai dit, avant que les revendications, le préavis ne soit déposé, le gouvernement a commencé à satisfaire certaines doléances financières des travailleurs. Notamment, j'ai cité l'augmentation de désaccord. Sinon, c'est pas question de désaccord, Adam Cham. Il faut m'écouter aussi. J'ai dit que les revendications des travailleurs ont eu un début d'application. J'ai été témoin à l'Assemblée nationale. Une loi a été votée pour l'augmentation de la grille salariale. Et les fonctionnaires ont senti cette augmentation. Maître Tal a défendu... L'enseignement supérieur... Non, pas l'enseignement supérieur. Les travailleurs de façon générale. La grille salariale a connu une hausse. Et sur le salaire du mois de juin-juillet, il y a eu une augmentation par rapport à ça. Et il y a pour apporter cette précision. Je sais que c'est l'enseignement supérieur. Terminé. Pour rappel, à partir de janvier 2014 et sur les salaires du mois d'août, ce rappel de 2014 va sortir sur les salaires du mois d'août. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, j'ai assisté également en plénière à l'Assemblée nationale à une plénière. Un projet de loi défendu par Maître Tal pour une augmentation du salaire des enseignants. 10%, 5% pour janvier 2014, 5% pour janvier 2014. Si c'est Muntagatal, c'est le supérieur. J'ai dit les enseignants du supérieur. L'enseignement supérieur. Le personnel et les chercheurs aussi. D'accord. Bon, j'ai dit qu'il y a eu un début d'application. Mais cela ne peut pas résumer les travailleurs du Mali. J'ai dit un début, non. On parle français, j'ai dit un début. J'ai pas dit que tout a été résolu. Ok, Etienne, ensuite Adam, et on va boucler les Et ça, je persiste, je signe, il y a eu un début de satisfaction de certaines revendications financières dès l'UNTM. Cela dit, Etienne Fakaba. Moi, ce que je voudrais dire, quand on parle d'augmentation, il faut que les choses soient claires. Quand vous prenez le salaire aujourd'hui, avec l'augmentation dont on est en train de parler, aujourd'hui, un cadre A de la fonction publique touche à peine 120 000 francs CFA, sans prime. Donc, quand on nous parle d'augmentation de 10%, de 15%, on se croirait qu'aujourd'hui, on gagne des millions. C'est pas le cas. Personne ne croit ça. Chana, on laisse Etienne terminer. Non. Donc c'est pas le cas. Et il ne faut pas confondre également. Allez-y, Etienne. Et il ne faut pas confondre également le salaire des enseignants du supérieur qui bénéficient d'un statut particulier et les autres fonctionnaires. Ce n'est pas la même chose. C'est cette différence-là que Chana a du mal à faire. Donc aujourd'hui, quel que soit aujourd'hui l'augmentation dont on a bénéficié, aujourd'hui il y a une urgence de doubler le salaire des fonctionnaires pour les mettre à l'abri. Au moment où surtout on parle de lutte contre la corruption, il faut que les gens soient dans des conditions dignes qui puissent Une minute pour conclure, Adam Cham en 30 secondes et Serge Daniel en 30 secondes. Non, mais moi, je pars d'ici avec le sentiment, en écoutant Chana, qui est généralement très bien informé, que cette grève n'avait pas lieu d'être, que c'est une grève politique parce que les revendications des travailleurs avaient été prises en charge. Non, j'ai dit un début, j'ai pas le français. J'ai dit un début, j'ai pas le français. Non, mais j'ai dit un début, Adam. J'ai répété. Voilà, donc, non, moi je voulais dire qu'on aurait pu éviter cette grève. Il faut mettre en place un cadre de discussion. Et encore une fois, je répète cela, quand un État fait semblant de payer ses fonctionnaires, les fonctionnaires font semblant de travailler. Vous êtes en invitation. Voilà, et c'est sur ce que prend fin donc ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.